Très bien. Eh ben, ça a l'air de marcher, tout ça. Donc, on va commencer. Alors, bonjour et puis bienvenue à ce premier webinaire que je présente un petit peu comme euh, comme un webinaire qui deviendra un podcast. Donc, je vais le transformer en podcast après une fois qu'il sera fini. Et donc, les questions, si questions il y a et si je peux y répondre, elles seront bien entendu incluses dans ce podcast. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu du sociopathe, qu'on appelle aussi en France le pervers narcissique, ou alors même le psychopathe. Il ne faut pas confondre le psychopathe et le psychotique. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi l'expression un petit peu plus américanisée, qui est celle du sociopathe, parce que justement, psychopathe et psychotique, les gens s'en mêlent un petit peu les pinceaux. Et puis, quand on parle de psychopathe, très souvent, on a un petit peu l'impression de voir se profiler un Hannibal Lecter ou un mec de chez un film d'Hitchcock. Et donc, ça fait un petit peu penser à un meurtrier en série. Et même si les sociopathes peuvent devenir des tueurs en série, ce n'est pas nécessairement le cas, heureusement encore. Et en fin de compte, c'est même assez rare, mais ils sont très souvent, le plus souvent, ils ont des problèmes avec la criminalité. Mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. Comme il y a beaucoup de choses à dire, je ne vais pas pouvoir tout mettre dans un podcast, donc je vais faire une partie qui va être donc surtout sur la description du sociopathe, et puis je vais en faire un autre un petit peu plus tard qui sera plutôt basé sur les relations de couple avec un sociopathe, parce que malheureusement, beaucoup de personnes ont mis les doigts dans l'engrenage à un moment donné. Et comme le sociopathe est très doué pour trouver les personnes qui sont aimantes, qui sont des fois un petit peu naïves, etc., et à les utiliser, donc beaucoup de personnes ont eu de très gros problèmes. Et donc ça, c'est un sujet un petit peu à part parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Donc plutôt que de faire un truc moitié bien d'un côté, moitié bien de l'autre, j'ai préféré faire deux podcasts. Donc sur ce cas-là, ou dans ce podcast-là, nous allons nous concentrer surtout sur donc le phénomène du sociopathe, sur sa personnalité. Alors, je me présente, je m'appelle donc Cyril Malka, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis donc psy, hypnothérapeute. Ça doit faire bien 25 ans que j'ai mon cabinet. J'ai travaillé beaucoup au Danemark et puis après, je suis passé en France et que j'ai d'ailleurs quitté depuis. Donc, si vous voulez en savoir plus sur moi, allez sur ma page personnelle qui est malka.fr. Là, il y a tout un truc avec ma formation, etc., etc. Et comme on n'est pas là pour parler de moi, mais plutôt des sociopathes, on va passer outre. Je voulais juste me présenter un peu rapidement. Revenons donc au sujet qui nous intéresse, et c'est donc les sociopathes. Alors, euh, il faut bien comprendre que une personne qui est sociopathe, c'est pas une maladie. C'est pas une maladie qu'il a. C'est pas quelque chose dont on peut guérir. Ça, on verra un petit peu plus tard. Et ce n'est pas quelque chose où vous avez un ou deux symptômes. Si vous avez c'est une personnalité plutôt. C'est donc à dire que avant de pouvoir dire qu'une personne est sociopathe, il n'est pas suffisant de dire bon ben il a ce point-là et ce point-ci, il a ce problème-là, donc c'est un sociopathe. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il faut que tous les points soient là à un degré plus ou moins élevé. Et là, on dira donc que c'est une personnalité de sociopathe et on ne peut pas guérir, si on peut dire ça entre guillemets, on ne peut pas guérir de sa personnalité. C'est une personnalité qui est définie par certains traits qui sont très spécifiques, et c'est donc ces traits-là que nous allons voir un petit peu en détail. Alors, sur le côté émotionnel et interpersonnel, on verra que le sociopathe est de nature très superficielle et très loquace. C'est-à-dire que c'est une personne qui, au premier abord, paraîtra charmante. Quand on connaît pas très bien la personne, il va vraiment se montrer. Alors, je dis il, c'est pas parce que les femmes ne peuvent pas être sociopathes, elles peuvent parfaitement être sociopathes, mais la majorité des sociopathes sont des hommes. Il y a aux environs de 80 à 85% des sociopathes, dira-t-on connus, qui sont des hommes.
Donc c'est pour ça qu'on a plutôt une tendance à dire il en parlant d'un sociopathe parce qu'il y a de fortes chances pour que ce soit un il. Mais ces traits de personnalité, si vous les trouvez chez une fille, ça peut parfaitement être une sociopathe. Il y a pas d'exception vu de ce côté-là. Donc c'est une personne qui va être très superficielle. C'est un petit peu comme si il n'avait pas de profondeur dans ses émotions. Un petit peu comme si, et ça on y reviendra un peu plus tard encore une fois, mais c'est une personne comme si il avait appris ses lignes, qu'il allait dire comme ça constamment, un petit peu comme s'il ne pouvait pas trouver de ressources en soi pour les reproduire. En quelque sorte, si on lui demande ce qu'il pense de ceci ou de cela, il ne sera pas vraiment capable de mettre des émotions dans ce qu'il pense. Il ne pourra pas vous dire, bah oui, je trouve que ça, c'est gênant, c'est ennuyeux, ça fait mal, c'est ceci, c'est cela. Il ne mêlera pas d'émotions à ses analyses quelque part. Ça va être des analyses froides, ça va être sans profondeur, et c'est donc pour pouvoir embobiner, si on dit ça comme ça, les personnes qui vont tomber dans ses filets, eh ben, il va répéter certaines choses qu'il a apprises. Et c'est des choses qu'il va avoir appris par cœur. Il va avoir entendu à la télévision ou quelqu'un qui le sait est un expert dans sa matière. Il va avoir entendu certaines choses. Il va pouvoir très rapidement repérer les choses importantes. Ça, il a d'instinct, pourra-t-on dire. Il peut très facilement voir ce qui est important. Et puis, il va les répéter. Et il va répéter ça comme ça constamment, ce qui fait que si on est avec ce sociopathe pendant plusieurs années, ça peut parfaitement arriver, si on est marié ou si c'est quelqu'un de sa famille, eh ben on verra bien qu'il répète un peu toujours les mêmes choses, un peu à tout le monde. Mais comme pour eux, c'est la première fois qu'ils l'entendent, bon ben ils réagissent pas, bien entendu. Alors ça ne veut pas dire que chacun d'entre nous qui se répète, parce que ça, c'est le genre de truc qui tout le monde peut se répéter, surtout à partir d'un certain âge. Ça ne veut pas dire qu'on est sociopathe, mais ça veut dire tout simplement qu'il n'est pas capable, pourra-t-on dire, d'avoir plus d'informations, de trouver plus d'informations, d'agrandir son domaine, si on dit ça comme ça. Ça va rester un domaine restreint, très répétitif, et puis il va tout embobiner un petit peu dans une loquacité. Il va avoir beaucoup de bagou. C'est très souriant, il va parler vite, il va raconter plein de trucs, il va raconter plein d'histoires incroyables qui lui sont pas arrivées d'ailleurs. Et il est tellement charmant, dira-t-on, il mettra tellement de charme que bon, on passe outre ou on ne remarque pas trop, en fin de compte que c'est une personne très très superficielle. Il a une personnalité très égocentrique et très grandiose. Bon, être un peu égocentrique ou plutôt un peu égoïste, si on veut dire ça comme ça, en fin de compte, c'est très sain parce que en tant que personne, on est tous responsables de nous-mêmes, on est responsable de notre destinée, on est responsable de notre bien-être, et donc des fois, on est bien obligé de penser à nous avant de penser aux autres. Ça, c'est tout à fait normal. Mais pour le sociopathe, tout tourne autour de lui. C'est lui qui est la personne centrale, c'est ses émotions à lui auxquelles il faut penser, c'est ses émotions à lui qui sont importantes, c'est sa personnalité, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il veut. Les autres, en fin de compte, ils comptent pas. Alors, bien entendu, ça on verra un peu plus tard quand on parlera de la relation. Bien entendu, au début d'une relation, il va donner l'impression qu'il s'intéresse beaucoup à vous. Que ce soit une relation de travail, que ce soit une relation amoureuse ou ce que vous voulez, il va être ébahi devant votre savoir ou devant votre beauté ou devant ce que vous voulez. Et en fin de compte, le but de la manœuvre, là, c'est pas parce qu'il s'intéresse à vous, c'est pas parce qu'il est capable de donner quoi que ce soit, mais c'est tout simplement parce qu'il est en train de rassembler des informations. En ce moment, il fait de la collecte de données. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, qu'est-ce qui vous fait peur, où sont vos craintes, où sont vos problèmes, où sont vos faiblesses. Tout ça, c'est prévu, c'est pensé, c'est mis en place presque, c'est planifié. Pour ce qui est de l'empathie, de l'intérêt aux autres, il n'y en a pas. Ça, c'est un truc sur lequel on reviendra. La seule personne qui est importante dans son univers, c'est lui. Et donc, lorsqu'il a des plans, que ce soit des plans de travail ou des plans pour sa vie, etc., ça aussi, c'est basé beaucoup dans tout ce qui est la grandiosité. C'est énorme, c'est grand, c'est fantastique, c'est incroyable, etc.
c'est vraiment quelque chose qui va changer le monde ou changer l'entreprise dans laquelle il travaille ou améliorer tout, ou ça va être un livre, ou ça va être ce que vous voulez. Mais le projet qu'il a ou ce qu'il est en train de faire, c'est quelque chose d'énorme, tout simplement énorme. Alors bien entendu, ça marche jamais. Ça se plante, et quand ça se plante, c'est la faute des autres, ou c'est parce qu'il a pas eu de chance, ou c'est parce que les gens ne sont pas prêts, ou c'est parce que tout le monde est égoïste et donc personne ne s'intéresse à lui. Ou enfin bref, il n'apprendra pas de ses erreurs, bien entendu, et de toute façon, ce sera la faute des autres. Il n'a absolument aucun remords et absolument aucun sentiment de culpabilité. Il sera capable de vous dire qu'il regrette certaines des choses qu'il a fait. Il pourra même pleurer, ou elle pourra même pleurer, vous dire oh là là, mais je suis si désolé, c'est tellement horrible. Oui, mais ça, c'est un acte, c'est un rôle qu'il joue parce qu'il sait parfaitement que là, bon, s'il veut pouvoir continuer à contrôler l'autre, il va être obligé de lâcher du lest, de laisser un petit peu du mou à la chaîne, de façon à vous laisser revenir et puis de pouvoir vous remettre le grappin dessus. Mais le sentiment de culpabilité, il n'en a pas. Il est parfaitement incapable de se sentir coupable de quoi que ce soit. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que lorsque les choses plantent, ça n'est pas de sa faute. Ça vient tout simplement, c'est de la faute des autres. C'est l'un des points qui peut être le plus difficile à comprendre et à accepter parce que justement du fait où ils sont très doués pour faire du jeu pour la galerie, pour se faire passer pour ceux qui ne sont pas, on peut avoir cru qu'ils avaient beaucoup d'émotions, surtout quand ils nous ont parlé de leur enfance très difficile, des problèmes qu'ils ont eus, ou de leur ex-femme, ou de leur ex-mari, ou ce que vous voulez. D'après nous, c'est pas, bien entendu, une personne qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de remords, bien au contraire. Et puis, du fait où nous avons des émotions envers les autres, ça nous paraît relativement logique que les autres ont des émotions aussi. On prend ça comme une vérité. Or, ça n'est pas le cas. Le sociopathe n'a absolument aucun remords, aucun sentiment de culpabilité. Et en fait, il n'a absolument aucune empathie. Il ne peut pas se mettre à la place des autres. Ça lui est parfaitement impossible. Il ne peut pas se rendre compte du mal qu'il fait. De toute façon, même s'il le savait, il s'en foutrait, puisqu'il n'a pas de sentiment de remords ou de culpabilité. Donc, en fin de compte, tout est assez logique. C'est une logique froide qui peut faire peur, mais c'est logique. Si vous regardez ça d'une façon professionnelle, comme un psy par exemple, bah oui, les choses se tiennent. Il n'a pas d'empathie, donc bien entendu, il n'a pas de remords, il n'a pas de culpabilité. Pourquoi devrait-il en avoir, puisqu'il ne peut pas se mettre à la place des autres, puisque ce qui arrive aux autres, en fin de compte, il n'en a rien à secouer. Donc, c'est une personne qui ne ressentira pas le mal qu'il fait, et puis, en fin de compte, à la limite même, il s'en moque. Et pour cette raison, également, il va être aussi très trompeur et manipulateur. Il est maître dans l'art de la manipulation. Trompeur, c'est une seconde nature. Le sociopathe ment énormément, mais c'est à foison. Enfin, je veux dire, on peut tous mentir un petit peu. Et puis, si on devait regarder le mensonge, d'ailleurs, j'ai fait un podcast sur le sujet. Mais si on devait regarder le mensonge en tant que chose, enfin en tant que phénomène, on pourrait toujours dire, mais oui, mais à partir du moment où je me coiffe les cheveux et où je me teins les cheveux, c'est un mensonge. À partir du moment où une femme se met du maquillage, c'est un mensonge aussi. Donc bien entendu, on peut tous mentir un petit peu si on veut regarder ça comme ça. Mais non, le sociopathe, presque tout ce qu'il va vous dire, ça va être basé sur du mensonge. À partir de qui parle de sa vie, qui parle de sa vie privée, qui parle de son passé, ou même qui parle des plats qu'il aime ou qu'il n'aime pas, à la limite. Il est capable de vous dire un jour qu'il adore les frites et 15 jours plus tard vous dire qu'il a horreur des frites. Quelle est la vérité? On ne sait pas. Alors pourquoi ment-il autant? Alors il y a plusieurs explications. Les experts se perdent en conjectures, comme on peut dire. D'un côté, on dira que c'est parce que, en fin de compte, le sociopathe n'aime pas ou ne veut pas qu'on s'approche trop de lui en tant que personne. Il veut pas qu'on le démasque d'un certain côté, et puis l'intimité, en fin de compte, il aime pas.
il ne veut pas se mettre à nu, il ne veut pas qu'on le connaisse trop, parce que du fait où lui, comme il connaît les autres, c'est pour leur faire mal ou c'est pour jouer avec, eh ben, il veut pas qu'on lui fasse le même coup. Donc, en mentant un peu sur tout, il se fait comme un mur ou une carapace qui le rend moins vulnérable aux problèmes qu'il y a aux environs. Et puis, d'un autre côté, donc ça c'est également une autre explication, mais l'un n'exclut pas l'autre, c'est tout simplement parce qu'il est capable de le faire. C'est tout simplement parce que ça l'amuse de mentir et de se foutre un peu de la gueule de tout le monde, de manipuler. C'est une forme de manipulation et ça l'amuse, ça lui fait bien du plaisir. Et donc, trompeur, manipulateur, c'est vraiment une de ses secondes natures. Les émotions qu'il a, donc, sont il y en a pas beaucoup. À part la colère, en fin de compte, on n'a pas été capable de trouver d'autres émotions possibles chez un sociopathe. Toutes les autres émotions, c'est quelque chose, en fin de compte, qu'il joue et que l'on peut remarquer une fois que, dira-t-on, on n'est plus sous sa coupe. C'est-à-dire qu'au départ, il paraît très charmant, intéressant, gentil, etc. Et puis comme on n'est pas sur ses gardes, bien entendu, parce que chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on va pas se dire et s'il était sociopathe. Donc bien entendu, on se dit bah tiens, ça c'est un mec super sympa, il est gentil, il est compréhensif, ce que vous voulez. Donc on est assez ouvert et donc on n'est pas sur ses gardes. Et quand il parle d'émotions, comme il a appris quelles émotions on doit dire dans quel cas, parce que bon, ben, il n'est pas con, bien entendu, nous, on remarque rien. On ne remarque pas, en fin de compte, qu'il y a un délai entre ce qu'il nous dit et le ton sur lequel il nous le dit, ou sur les expressions du visage, qu'en fin de compte, si on regarde bien, toutes les expressions ne sont pas là. Si vous regardez un sociopathe en train de vous mimer, si on peut dire ça comme ça, une certaine émotion ou une certaine personnalité, eh ben si on n'est pas sous son influence, si on observe ça d'une façon assez clinique, eh ben on peut parfaitement remarquer qu'en fin de compte, il manque quelque chose. C'est un petit peu comme si ça allait pas en profondeur, un petit peu comme s'il y avait un voile ou un mur derrière ses yeux qui nous empêche quelque part d'entrer à l'intérieur, de voir que c'est vraiment des vraies émotions. Alors, il va avoir les traits du visage qui vont correspondre, plus ou moins, parce qu'il aura observé comment ça se fait. Comme je vous l'ai dit auparavant, il pourra parfaitement pleurer, ou elle pourra pleurer, mais les émotions ne sont pas là. Les seules émotions sur lesquelles vous pouvez compter, presque, ça va être des éruptions de colère subites, qui pourront venir même à des moments tout à fait inopportuns, un moment où vous vous y attendez pas, pour des raisons tout aussi bizarres que difficiles à comprendre ou à saisir. Mais là, dans ce cas-là, ça pourra devenir une colère énorme qui pourra même devenir très violente. Et elle pourra devenir violente physiquement, bien entendu, ils peuvent devenir très violents, mais ils peuvent aussi se contenter de faire du mal psychologiquement. L'un n'empêche pas l'autre, remarquez, mais ce n'est pas nécessairement de la violence physique. Quoique, ça peut parfaitement arriver, il peut tout casser dans la maison, il peut frapper, enfin bref, du moment où il est dans ce... Et puis, une fois que c'est fini, c'est fini. C'est un petit peu comme si, alors, il peut reprendre le cours de sa vie. S'il était en train de jouer à un jeu, il peut reprendre son jeu là où il l'a laissé, ou reprendre son bouquin, ou ce qu'il était en train de faire. La colère, les éruptions de colère sont assez fréquentes, mais à part ça, les autres émotions, ce sont généralement des émotions très superficielles ou qui n'existent pas. Sur le côté de la déviance sociale, le sociopathe, on le remarquera, il est très impulsif. Il a envie de faire quelque chose, bah il le fera. Pourquoi? Bon, parce que ça lui est passé par la tête, tout simplement. Alors, par exemple, et ça aussi c'est un truc sur lequel je reviendrai dans un podcast ultérieur, au début d'une relation, quand on est amoureux, et ben justement, c'est le genre de truc qui peut le rendre super intéressant. Mais il est incroyable, ce mec. Tout d'un coup, ben voilà, 2 billets d'avion, on va prendre le dîner à Rio de Janeiro, par exemple. Waouh, mais t'as les billets? Bah oui, tiens, les voilà, on part dans 2 heures. Pourquoi? Parce qu'il avait envie. Ça peut aussi aller dans l'autre sens. Tout d'un coup, il peut écraser un chien parce qu'il en a envie. Il peut frapper quelqu'un parce que il l'a mal regardé. Oh, attendez, là, il y a mon chauffage qui démarre, ça fait un peu du bruit, je l'éteins. Voilà. Donc, parce que ça fait
Donc, parce que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui le gêne ou qui le regarde d'une façon qu'il n'aime pas, bon, il va lui balancer un coup de couteau ou une claque dans la tronche. Donc, toutes ces émotions, enfin, tout ce qu'il a envie, tout ce dont il a envie, ça va être disons, sur impulsif. Alors, dans certains cas, par exemple, dans le travail, eh ben, des fois, agir vite et sur un coup de tête, ça peut rapporter gros. Bon, des fois, on peut se casser la gueule aussi, bien entendu, mais ça peut rapporter gros et ça peut faire qu'en fin de compte, dans certaines entreprises, une personne impulsive qui n'a pas trop de problèmes de conscience, qui est froide, calculatrice et qui n'hésite pas à écraser les autres, eh ben vous m'excusez, mais au premier abord, ça pourrait donner l'impression d'être un bon chef. Parce qu'on veut dire, ben voilà, c'est quelqu'un qui va pouvoir mener notre entreprise à bien. Il va pas se laisser arrêter par d'autres choses. Et c'est pour ça qu'on trouvera pas mal de sociopathes, en fin de compte, d'assez hauts postes dans différentes sociétés, parce qu'ils peuvent agir vite, sur des coups de tête, impulsifs, et puis justement sans se poser trop de questions. Euh, Malheureusement, ça en fait de très mauvais chefs parce que pour ce qui est des relations interpersonnelles, ça va très mal. Et puis, ça détruit totalement, ça peut vous détruire totalement un département ou ce que vous voulez, enfin, dans les entreprises, dans les différents départements des entreprises. Ça peut vous bousiller totalement le bureau, l'ambiance dans le bureau et même mener l'entreprise à sa perte à long terme. Mais au premier abord, ça se remarque pas trop. Et pendant longtemps, on vient de me faire signe qu'il y avait un problème de son, euh, qui à un moment donné, le son a coupé. Maintenant, c'est bon. OK. Bon. Très bien. Donc, c'est le portrait apparemment du chef qui pourrait paraître le chef parfait, mais ça ne l'est pas. Donc, parce que justement, ça va être une personne qui va détruire un petit peu l'ambiance au bureau et aux environs. Ça, c'était donc pour l'impulsivité. Il a donc un très faible contrôle de son propre comportement. Il a du mal à contrôler donc la façon de se comporter, justement parce que il n'a pas vraiment d'impression, il n'a pas de compréhension pour les choses que l'on peut faire, les choses que l'on ne peut pas faire, la façon de traiter les autres. Tout ça, en fin de compte, il s'en moque un petit peu, même beaucoup. En fin de compte, pour lui, les interactions, c'est seulement contrôler les autres personnes. Donc, bien entendu, il n'a jamais appris à se contrôler lui-même ou à contrôler son propre comportement et ses pensées, etc. Donc, ça va être une personne qui va agir de façon impulsive, sans se contrôler, et qui va donc régulièrement avoir besoin d'émotions vives. Pourquoi? Eh ben, parce que du fait que c'est une personne superficielle, il ne pourra pas approfondir quoi que ce soit. Ce n'est pas une personne qui va pouvoir poursuivre un but, travailler pour poursuivre un but, justement parce que les autres ne l'intéressent pas. Et en fin de compte, le monde autour de lui ne l'intéresse pas vraiment. La seule chose qui l'intéresse vraiment, c'est lui. Donc, quelque part, il est toujours obligé d'avoir ses émotions vives, que ce soit l'un ou l'autre, et c'est de là, donc c'est là où la criminalité peut entrer en jeu justement, c'est que il lui faut toujours il faut toujours qu'il arrive quelque chose, et donc comme il peut pas étudier pendant longtemps et des années, ou quand il peut pas faire ceci et cela, surtout quand il est beaucoup plus facile de mentir et de dire qu'on a un titre qu'on n'a pas, eh ben, il est donc obligé de trouver ses émotions vives ailleurs, en contrôlant, en manipulant, en faisant du mal aux autres autour de lui, parce que ça lui fait plaisir, tout simplement. Il n'a pas du tout le sens des responsabilités, justement parce que, pour lui, le monde, c'est son terrain de jeu, les autres, ce sont ses marionnettes, et puis quelque part, tout ce qui n'est pas lui ne l'intéresse pas. Et quand les choses ne vont pas dans son sens, du fait où il est très égocentrique et il a cette idée grandiose de lui-même, et quand les choses ne vont pas dans son sens, bien entendu, c'est de la faute des autres, c'est pas sa responsabilité, c'est pas son problème, c'est nécessairement votre faute, la faute de papa, la faute de maman, la faute de la société, la faute des autres.
Très souvent, on remarquera que les sociopathes ont des problèmes comportementaux à un jeune âge. Surtout en France, où Freud réside quand même toujours en maître, même si maintenant il commence à y avoir quand même des psys un peu plus sérieux que ça. On a un petit peu, enfin on a même un peu beaucoup, l'idée de dire que ben oui, mais ça c'est la faute de papa-maman, parce que quand un enfant ou quand une jeune personne a des problèmes, ça ne peut pas être de sa faute, ça ne peut pas être un problème que lui il a, c'est nécessairement ou la faute de la société, ou la faute de papa, ou la faute de maman. Le plus souvent, c'est d'ailleurs la faute de maman, parce que la plupart des psy freudiens sont misogynes à mort. Mais en fin de compte, un enfant sociopathe a cette structure de personnalité dont je viens de parler, en fin de compte, ou dont je suis en train de parler en ce moment. C'est quelque chose qu'on remarque moins parce que quelque part, les enfants, ils peuvent être impulsifs, ils ne contrôlent pas leur comportement. Enfin bref, dans beaucoup de points, on a du mal à faire la différence. Ça demande presque une mère pour sentir la différence. Lorsque j'ai parlé à des parents qui avaient des enfants qui étaient sociopathes, invariablement, les parents m'ont dit ouais, mais c'est vrai que quelque part, bon, il avait un petit peu comme les autres enfants, il avait, bon, bah, il pouvait crier, il pouvait faire ceci, cela, mais c'est un petit peu comme si on le connaissait pas vraiment, un petit peu comme s'il y avait un inconnu, comme s'il manquait une relation quelque part. Et donc, en fin de compte, la personnalité est déjà en place à un très jeune âge. C'est pas quelque chose qui tombe sur l'enfant avec les 18 ans ou à 20 ans ou à 21 ans. Et non, ça n'est pas parce que vous l'avez traité d'abruti un jour, il avait fait une grosse connerie qu'il est devenu sociopathe. Bien entendu que c'est pas ça. Ou alors sans ça, on serait beaucoup de sociopathes. Quoique. Bon, mais ils ont des problèmes de comportement dès le début parce qu'ils ont besoin de ces émotions vives. Ils n'ont pas le sens des responsabilités et surtout, une des émotions qu'ils n'ont pas, c'est la peur. Un enfant sociopathe ou un sociopathe adulte, il n'a pas la peur. Il n'a pas peur de se faire mal, il n'a pas peur des autres, il n'a pas peur de se faire choper et il n'a pas peur de la punition qu'il risque de tomber. Il n'en a pas peur. Il est parfaitement impossible de lui dire, si tu fais ça, ceci et cela va t'arriver. Déjà, d'une part, il est presque sûr de ne pas se faire choper parce qu'il n'a pas peur de se faire choper. Et puis, parce que c'est pas dans sa réalité. Et puis, d'un autre côté, même quand il va se faire choper, il pense pouvoir s'en tirer de toute façon. Et même s'il s'en tire pas, il n'a pas peur. Donc, c'est pour ça que il ne va pas s'adapter à quoi que ce soit parce que il n'en a pas envie, il ne craint rien. Il a un manque de compréhension des émotions des autres également. Par exemple, un sociopathe qui va faire un hold-up dans une banque, il va remarquer que le caissier tremble en sortant les billets pour les lui donner, mais il n'associera pas ça à de la peur. Pour lui, c'est pas un sentiment qu'il comprendra. Peut-être qu'il le jugera, mais c'est pas sûr. Et c'est pour ça que ça risque même de l'énerver et il risque de lui mettre une balle dans la tête parce qu'il va trop lentement en sortant les billets, par exemple, parce qu'il ne comprend pas ses émotions. Donc, ce qui fait que les enfants sociopathes vont avoir des problèmes comportementaux déjà très jeunes, où ils vont faire ce qu'ils ont envie, ils vont faire une fugue s'ils ont envie d'en faire. S'ils ont envie d'aller là, ils le feront. S'ils n'ont pas envie, ils ne le feront pas. Et on ne peut pas les obliger à suivre les règles, tout simplement. Parce que s'ils n'ont pas envie, ils ne le feront pas. Et donc, ça leur donnera des problèmes comportementaux déjà à un âge très jeune. Alors, bien entendu, après, on va dire, mais oui, mais les parents l'ont vachement puni ou les profs l'ont beaucoup puni. Mais oui, mais quelque part, il y a un risque de faire monter le truc en mayonnaise parce qu'on se dit à un moment donné, il va bien comprendre. Alors que non, il ne comprendra pas parce qu'il ne veut pas comprendre. Donc, si on voit l'enfance ou si on voit le développement de l'enfant sociopathe, eh ben, ce sera souvent quand quand le sociopathe adulte vous en parlera, eh ben oui, ça va être une enfance où il y aura eu beaucoup de problèmes, où il y a eu, etc., etc. Mais les problèmes, en fin de compte, ne viennent pas nécessairement de la famille, mais aussi beaucoup du fait où le jeune homme ou la jeune femme s'est comporté d'une façon à les attirer, ces problèmes. De plus, il y a un élément génétique dans la sociopathie, c'est-à-dire qu'il y a de fortes chances
pour que l'enfant, le père ou le grand-père ou les grands-parents, enfin bref, parce que ça peut aussi sauter des générations, mais que dans la famille, un peu plus haut, il y a des personnes à forte personnalité sociopathe ou un peu limite de la sociopathie, si on cherche bien. Donc, bien entendu, il y a aussi de fortes chances pour que si le père ou la mère de l'enfant est sociopathe lui-même, eh ben, bien entendu, il se sera comporté comme un sociopathe et ça non plus, ça n'arrangera rien. Donc, le comportement adulte, bah oui, de toute évidence, ça va être un comportement antisocial totalement parce que le sociopathe ne suit pas les règles de la société, tout simplement. Alors, bah c'est bien, mais bah maintenant on a fait le portrait d'une personne qui n'est pas d'allure très sympathique, mais attendez, petite seconde là, j'ai une question. Oui, j'ai une question très intéressante là. Euh, je vais répondre aux questions dès que j'aurai fini. Là, ça va plus durer longtemps. Une fois que je vous aurai expliqué le que faire, après il y aura plus besoin de rien. Donc, que faire le cas où vous tombez sur un sociopathe? Alors, il ne faut pas s'attendre à une amélioration, que ce soit un enfant, que ce soit un jeune adulte, que ce soit un adulte, que ce soit une personne avec qui vous êtes en couple, avec qui vous travaillez. Ne vous attendez pas à ce que le comportement s'améliore. Il n'apprendra pas de ses erreurs, il n'évoluera pas, il va dire certaines choses pour vous apaiser, il va vous dire qu'il a compris, et oui, je comprends, je ne ferai plus ce genre de truc, etc. Mais il continuera s'il en a envie. Le sociopathe n'est pas capable d'évoluer parce qu'il n'est pas capable d'apprendre de ses erreurs et des problèmes qu'il a et qu'il crée. Donc, en fin de compte, il va toujours tourner sur le même disque. Et c'est pour cela, entre autres, qu'il est toujours obligé de changer, dira-t-on, d'entourage, parce que après un certain temps, l'entourage le connaît quelque part. Et comme il ne peut pas évoluer, eh ben, il est bien obligé de recommencer à zéro quelque part ailleurs. Donc, n'attendez pas d'amélioration. Soyez constamment sur vos gardes, qu'on parle d'un enfant, qu'on parle d'un jeune adulte, qu'on parle d'un adulte, soyez toujours sur vos gardes pour ce qu'il peut faire ou ce qu'il peut vous dire. Ne le croyez jamais. Et si possible, sortez de la situation. Généralement, ça l'est. Mais si vous travaillez avec un sociopathe et qu'il vous tombe dessus et qu'en fin de compte, vous l'avez sur le dos, vous ne pouvez faire qu'une chose si vous ne pouvez pas le faire virer. Alors, ça peut être extrêmement difficile, mais s'il pose des problèmes au travail, par exemple, d'ailleurs, ça rejoint un petit peu la question que quelqu'un m'a posée ici. Si vous êtes dans un lieu de travail où une des personnes est sociopathe, vous pouvez essayer de le faire virer, si c'est possible. Alors là, il faut se réunir, ça peut prendre des années, mais c'est parfaitement possible. Mais si c'est pas possible, et même c'est quelque chose que je vous conseillerais, changer de boulot, tout simplement. C'est vrai que ça peut être très difficile, c'est vrai que peut-être ne pourrez-vous pas trouver exactement le même boulot, la même paye, aussi proche de chez vous, ce que vous voulez, mais mieux vaut que faire quelques kilomètres supplémentaires, toucher moins à la fin du mois et ne plus avoir un sociopathe sur le dos. Si c'est votre petit ami, si c'est votre copain, si c'est votre mari, vous n'avez absolument aucune autre issue que le divorce ou que de le quitter. Vous ne pouvez pas vous attendre à une amélioration de la situation, quelle qu'elle soit. Je sais, c'est très sombre, c'est un avenir très noir, mais c'est tout simplement la vérité et je préfère ne pas vous dire de bêtises. Encore une fois, on reviendra surtout sur la relation dans un autre podcast parce que là aussi il y a beaucoup à dire, mais c'est la seule chose vraiment à faire. Et aussi, donc, accepter vos pertes. Et ça peut être très difficile. Accepter que vous avez perdu de l'argent, vous en avez sûrement perdu dans une relation avec un sociopathe. On perd beaucoup d'argent généralement. Vous allez perdre des émotions. Vous allez perdre peut-être éventuellement certaines choses qui vous étaient chères. Vous avez perdu éventuellement d'autres personnes que vous aimiez bien, parce que très souvent, dans une relation avec un sociopathe, on est obligé de couper les ponts avec d'autres personnes parce qu'ils les aiment pas, par exemple. Donc, accepter certaines de ces pertes. Et puis après, il faudra se reconstruire. C'est seulement à ce moment-là. Mais la première chose à faire va être de sortir de la situation, d'accepter ce qui s'est passé, et puis donc de travailler sur soi. J'ai écrit 2 livres sur le sujet que vous pouvez trouver sur Amazon.
parce que j'avais du mal à me souvenir du lien Amazon, parce que c'est toujours des liens à rallonge. Il vous suffit de taper malka.fr/e/élever et vous tomberez sur la page de Élever un sociopathe, qui parle beaucoup de la personnalité du sociopathe enfant, bien entendu, et où est la différence entre un enfant non sociopathe et un enfant sociopathe. Mais on fait aussi beaucoup le tour de la question de la personnalité du sociopathe. Et puis mon dernier qui vient de sortir là, le mois dernier, donc malka.fr/e/revivre. Et là, c'est plutôt la relation avec le sociopathe, comment elle se développe, comment les choses qui risquent de vous arriver. Et puis, une fois que vous en êtes sorti, comment vous reconstruire. Mais ça, ce sera le sujet d'un autre podcast. Maintenant, oui. Maintenant, il y a quelqu'un qui me dit, vu qu'il n'a pas de remords à l'égard de ses actions, lorsqu'un sociopathe reconnaît devant sa victime qu'il est sociopathe et qu'il devait être évité à tout prix à l'avenir, qu'est-ce que ça veut dire? Ben ça veut dire que c'est pas un sociopathe. Parce que le sociopathe ne reconnaîtra jamais sa sociopathie. Donc là, c'est quelqu'un qui peut avoir des tendances narcissiques, qui peut avoir une personnalité narcissique, mais ça n'est pas un sociopathe. Pour le sociopathe, c'est pas lui qui a le problème, ce sont les autres de toute façon. Donc à partir du moment, et ça je reçois régulièrement aussi des mails à rallonge de personnes extrêmement narcissiques qui me disent bah, je suis sociopathe et comment puis-je faire, etc., etc., etc. Bon, généralement ça va direction poubelle, je dois l'admettre. Mais quand la personne commence à vous dire qu'il est sociopathe, qu'il est comme ça, qu'il est comme ceci, non. C'est une personne narcissique, qui peut être très fortement narcissique même, mais ça n'est pas une personne sociopathe. Donc, voilà. Voilà. C'était donc l'exposé, là je regarde un petit peu. Merci Michel, qui me dit qu'elle a trouvé cet exposé excellent. J'espère donc que vous avez tous aimé, que je vous reverrai pour le prochain webinaire que je ferai un petit peu. J'ai essayé de tenir ça aux environs d'une demi-heure pour pas vous tenir la jambe trop longtemps et puis surtout pour avoir le temps de répondre aux questions qu'il y avait après sans trop de problème. Mais donc le prochain webinaire, ce sera d'ici une quinzaine de jours. Ce sera sûrement sur le thème de la relation avec un sociopathe. Je pense que ce serait bien de faire les deux webinaires un petit peu pas trop loin l'un de l'autre. Donc, si vous êtes inscrit à ce webinaire-là, vous serez de toute façon averti lorsque je ferai le prochain. Donc, je vous dis à bientôt, d'ici une petite quinzaine de jours. Et puis, à bientôt. Au revoir.